Alors, Jean-Pierre Lehad, et puis je le répète, n'hésitez pas à vous interrompre avec la courtoisie qui vous caractérise les uns et les autres, mais l'idée c'est de faire un débat. Jean-Pierre Lehad, on voit quand même que, malgré le portrait que nous adressait Henri Sterdyniak, il y a des gouvernements qui s'en sortent mieux que d'autres. Restons simplement en Europe, l'OCDE vient de sortir des prévisions de croissance, là, l'Angleterre 1,7, la France 0,3. On peut comparer deux pays qui sont à peu près comparables. C'est quoi l'origine de cette différence entre les pays? C'est quoi? C'est que leurs entreprises sont beaucoup plus dynamiques que les nôtres ou ils ont des politiques beaucoup plus brillantes? Comment vous analysez ça? Si vous me permettez de prendre quelques minutes un peu de recul ou de hauteur, d'abord le titre même de la conférence ce soir est tout à fait extraordinaire. Hein. Merci. Mondialisation et... Asservit-elle le politique? Asservit-elle le politique? Fantastique. J'aurais pu remplacer... C'est monsieur Sterdyniak qui avait fait le titre. Oui, c'est ça. J'aurais pu d'ailleurs remplacer... Question, hein, c'était pas une affirmation. J'aurais d'ailleurs pu remplacer mondialisation par finance. Ça aurait fait un titre à peu près du même tabac. Et ça aurait encore plus soulevé l'enthousiasme des foules. C'est un titre typiquement français. Typiquement français. Je ne pense pas qu'il y ait un seul autre pays développé au monde où le problème de la relation à l'économie et à la mondialisation soit posé dans ces termes-là. Deuxième petite observation d'introduction, si je puis dire, un peu historique, qui explique peut-être la faveur du titre aujourd'hui. En plus, voir ce titre-là choisi par des patrons, je me dis, oulala, le mal alors est vraiment profond. Hein, vraiment profond. Deuxième remarque, la France n'a jamais aimé la mondialisation. Jamais. Il y en a eu des mondialisations historiquement. Hein. 16e siècle, c'était l'Espagne. 17e siècle, c'était les Pays-Bas. 18e siècle et 19e siècle, c'était la Grande-Bretagne. Nous, jamais. La mondialisation, le négoce international, le fait d'échanger. On a toujours pensé, on a toujours été un peu mercantiliste. Quand je vois M. Montebourg se réclamer de Colbert aujourd'hui, je me dis on est en train de progresser à grande vitesse. Hein. Vous savez, le mot préféré des mercantilistes, c'est ce que gagne l'un, l'autre le perd. Une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas comprendre la mondialisation. Donc, deuxième aspect... Donc, c'est la culture française. La culture française n'aime pas la mondialisation. Et vous sentez bien dans le débat politique, en permanence, à travers les différentes formations politiques, il y a toujours une tentation qui est très là et qui est encore plus forte aux extrêmes, bien entendu, de refermer le pays sur lui-même. La Corée du Nord ou Cuba, économie admirable. Donc c'est un problème très, très ancien. Troisièmement, et je terminerai là-dessus parce que je ne veux pas abuser, troisièmement, c'est une excuse formidable pour le politique français, quel qu'il soit. On a des malheurs, on a des problèmes, on a du chômage, on a des régimes de retraite qui ne sont pas équilibrés, on a un taux de croissance qui est trop faible. Qui est responsable? La mondialisation. Et ou la finance? Et où l'Europe? Il y a du vrai dans tout ça. Bien entendu, la mondialisation, l'Europe, la finance, ce sont des abstractions, hein, d'ailleurs, pour la plupart d'entre elles. Hein. Une entreprise, c'est quelque chose de concret. Un citoyen, c'est concret. La mondialisation, j'aimerais bien qu'on me définisse ce que c'est en tant qu'objet. Mais passons. On a un ennemi abstrait, la mondialisation, la finance. D'ailleurs, il y a un ou deux, au moins un, peut-être deux présidents de la République qui ont traité explicitement la finance d'ennemis ou d'adversaires. Et ça permet au passage, et de mon point de vue, Sterdyniak, je lance une pique, hein, mais c'est pour le plaisir du débat, et le reflet de ça... Il ne vous regarde pas, hein, mais il vous écoute. C'est le reflet de ça. Il y a une tendance au passage de faire oublier nos propres responsabilités. Pourquoi? Pour en revenir à votre question, je terminerai là-dessus, je vais quand même répondre à votre question. Pourquoi il y a des pays qui s'en sortent mieux? Parce qu'il y a des pays qui ont compris que la mondialisation étant ce qu'elle est, c'est une donnée, leur rôle politique est d'essayer d'adapter le mieux possible leur pays dans leur intérêt national, ils essayent de défendre leurs intérêts, d'adapter le mieux possible leur appareil productif aux contraintes de compétitivité de la mondialisation. Or, nous, je le dis tout à fait tranquillement parce que je vais conclure là-dessus, c'est une remarque bipartisane. Depuis 15 ans,
sans interruption, d'un régime à l'autre, d'un gouvernement à l'autre, avec des petites variations dans la vitesse, mais je ne discuterai pas de ça dans le détail, nous avons de façon continue détérioré, abîmé, détruit la compétitivité de notre appareil productif. Et ça continue. Et nous ne voyons pas aujourd'hui, je ne vois pas aujourd'hui d'inflexion. Et donc quand on est sur cette trajectoire-là, au lieu de se dire l'ennemi c'est la mondialisation ou c'est la finance, on devrait d'abord se poser la question, est-ce que notre propre trajectoire, qui est de notre propre responsabilité, est-ce que c'est une bonne trajectoire? Peut-être que Sterdyniak pense que oui. Ou est-ce que c'est une mauvaise trajectoire? Non, c'est pas assez mauvaise. C'est une trajectoire détestable. Est-ce que quand même, Jean-Pierre Levat, gardez le micro 30 secondes, ça veut dire qu'on est des dogmatiques en France, c'est-à-dire que globalement, la finance, l'entreprise, l'économie, c'est pas un mécanisme vertueux. Au contraire, le politique doit forcément réguler et réguler encore l'économique pour le laisser à sa place, c'est ça? Ouh là là, attention. Attention, parce que là, nous entrons dans un des problèmes français les plus profonds. La première condition, à mon avis, de l'efficacité économique, c'est quelque chose qui n'existe pas en France, c'est la reconnaissance par le politique de l'autonomie de l'économique et de l'autonomie des entreprises. Donc la première condition de l'efficacité, c'est quelque chose qui n'a jamais existé en France, c'est la reconnaissance de l'entreprise et des entrepreneurs. Je vais juste vous faire une remarque au passage, historique, qui vous intéressera peut-être. La liberté d'entreprise n'a jamais été explicitement reconnue dans aucune constitution française. Aucune. Alors qu'elle est aux États-Unis Alors qu'elle est aux États-Unis, alors qu'elle est en Allemagne. Aucune. Le politique maintient l'économique sous sa tutelle. Je vais vous citer un article de la Convention que j'adore, que j'ai chez moi dans le Midi, là, que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Je vous le cite presque de mémoire. Hein. Quiconque essaye de restaurer la monarchie, jusque-là je comprends. C'est la suite qui est intéressante. Ou, virgule, sous quelque dénomination que ce soit, virgule, un pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple, virgule, sera puni de mort. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entreprise, sinon un lieu de pouvoir qui échappe nécessairement aux règles de la démocratie dans son fonctionnement? Donc l'entreprise, dans la mentalité française, est un lieu attentatoire à la souveraineté du peuple. Ayant dit ça, il faut d'abord se débarrasser de ce complexe qui est profondément ancré. Prenez le micro, M. Sterdyniak. Préparez-vous, M. Sterdyniak. Il faut d'abord se débarrasser de ce complexe qui est profondément ancré pour venir au chapitre suivant, qui est, oui, vous avez raison, je reconnais l'autorité de l'économie, je suis, moi, pouvoir politique, en face du pouvoir économique, à égalité de droits, d'obligations et de respect. Cela étant, en tant que pouvoir politique, je dois réguler, parce que l'économique non régulée ne peut pas fonctionner sans risque extrême. Mais réguler, ça ne veut pas dire intervenir dans les décisions ponctuelles, quotidiennes, des entreprises. Réguler, ça veut dire fabriquer les procédures transverses qui assurent la stabilité du système. Et trouver le bon équilibre. Henri Sterdyniak, rapidement, une réaction à... On peut pas, pendant 10 ans, 15 ans, tenir le même discours sans tenir compte de ce qui a été fait. Je veux dire, depuis 10 ans, 15 ans, les mesures qui ont été prises en faveur des entreprises en France, elles sont importantes. Lorsqu'on a, en matière d'héritage d'entreprise, en matière d'impôt sur la fortune, on a préservé à chaque fois les chefs d'entreprise. S'il vous plaît, on laisse M. Sterdyniak s'exprimer démocratiquement.
lorsqu'on leur a dit il y a un problème, on fait le crédit impôt recherche. On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier. Le gouvernement Hollande a fait le CICE. Il y a eu la réforme de la taxe professionnelle. En permanence, ce souci des entreprises, il a existé au niveau des gouvernements français successifs. On ne peut pas à chaque fois reprendre un combat qui a été gagné il y a 15 ans. Mais par ailleurs, on ne peut pas non plus jeter l'opprobre complètement sur la France. Il faut rappeler qu'en Europe, quand vous regardez ce qui s'est passé de 1999 à 2007, on a eu les pays du Sud où effectivement, qui ont perdu une compétitivité fabuleuse et ils l'ont payé. On a eu des pays du Nord qui se sont lancés dans des politiques effrénées de recherche de la compétitivité qui ont nui à leur consommation et à toute l'Europe. Et on a eu des pays comme la France ou la Belgique qui ont eu des salaires qui ont augmenté tout à fait naturellement comme la productivité du travail. Et c'est extrêmement choquant à dire, mais ce n'est pas les dépenses publiques, ce n'est pas la politique économique française qui est responsable du krach de 2007-2008, qui nous a foutus dans la situation qu'on connaît. Mais et je suis désolé, c'est la finance. Est-ce que c'est pas c'est la finance, c'est les banquiers. On va passer la parole à Xavier Bertrand. Non, oui, gardez le micro, il en a en face de lui, M. Bertrand. Xavier Bertrand. Est-ce que justement, il dit, c'est pas quelque part, il y a un moment donné où ce grand méchant loup, ce grand Satan qui est la finance, serait responsable de beaucoup de choses. Comment on fait quand même quand on est à la tête d'un pays? Comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon curseur entre justement le besoin global de protection qu'ont la plupart des citoyens et puis la nécessité de compétitivité des entreprises? Est-ce que forcément on peut construire l'un aux dépens de l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre justement à trouver entre, on sait que pour faire de l'emploi, il faut des entreprises compétitives et pour faire de la croissance, on sait aussi que pour faire des entreprises compétitives, il ne faut pas qu'elles aient trop de charges. Où est-ce qu'on trouve le bon équilibre? Déjà, la première chose, le titre, la mondialisation a servi-t-elle le politique? Je ne pense pas, je vais m'en expliquer, mais elle l'oblige à redéfinir son rôle. Et il est vrai que dans la tradition politique française, omniprésence, omniscience, omnipotence du politique, ça oblige à une remise en question en profondeur. Et il est vrai que bien souvent, on a masqué les insuffisances en se référant à des grands méchants loups, à des cautions. Et en la matière, je vote Perlevade. Il a entièrement raison. La mondialisation un jour, la finance un autre jour, et bien souvent l'Europe. La mondialisation est un fait, et à moins d'être ministre du redressement productif aujourd'hui, je ne vois pas qui pourrait vouloir dessaler la mer et dire qu'il est possible. Alors peut-être est-ce notre complexe du village d'Astérix, les références gaulliennes. Nous ne voulons pas nous voir pour ce que nous sommes. Économiquement et démographiquement, nous sommes une puissance moyenne qui est toujours en première division, mais qui est menacée par la relégation. Qui décroche ou pas? Pas Jean-Luc Chauvin disait la France est en train de décrocher. Elle décroche ou pas? Je pense que, pas depuis 15 ans, depuis 30 ans, nous sommes sur un long et certain déclin. C'est une évidence. Et donc derrière cela, parce que la mondialisation est là, nous avons deux impératifs. Nous moderniser pour nous adapter. Ça veut aussi mener des réformes structurelles, c'est la question de la compétitivité. Mais il a fallu quand même attendre le rapport gallois, après Pébro, après effectivement Attali, pour se dire quand même qu'il y avait plusieurs facteurs qui jouaient. Et que la question du coût du travail n'était pas une absurdité sans nom. Que ce soit reconnu aussi par la gauche, tant mieux. Maintenant, comme en amour, les déclarations c'est bien, les preuves c'est mieux, il faut aller jusqu'au bout des choses. Donc je voudrais insister sur ce point. On peut donc s'adapter, ça veut donc clairement poser la question du coût du travail. Si la mondialisation est là et si nous voulons vendre, il faut vendre moins cher. Il faut aussi monter en gamme. Si on veut vendre moins cher, c'est la question des charges sociales, du coût du travail, mais aussi la question du coût de l'énergie. Tout ça dépend en grande partie des politiques et des politiques nationaux. Personne ne nous empêche de le faire. Donc ça veut dire que vous avez une vraie marge de manœuvre? Il y a des marges de manœuvre. Il y a des marges de manœuvre, évidemment. Et il y a des marges de manœuvre parce qu'on ne compte pas sur le politique uniquement en période de crise. Il ne faut pas oublier quand même qu'en 2008, au moment où on était au bord du gouffre, parce qu'en l'occurrence, Nicolas Sarkozy, président français, mais aussi président de l'Europe, il y a quand même sa vista qui fait qu'on ne sombre pas. Et pas seulement la France, l'Europe, mais plus largement, il y a quelques dirigeants, et notamment aussi à l'époque Gordon Brown, le politique joue un rôle, mais pas seulement en période de crise. Maintenant, allons jusqu'au bout du raisonnement. On a beaucoup parlé des retraites, mais ce n'est pas la mondialisation qui nous oblige à réformer les retraites. C'est la formidable bonne nouvelle qu'est l'allongement de l'espérance de vie. Et rien d'autre que cela.
Vous avez évoqué, M. Sardignac, tout à l'heure, la question du chômage. Excusez-moi, la question des retraites est un problème avant tout posé par l'allongement de la durée de vie. On paye plus longtemps des pensions de retraite aux Français. On peut nous dire que la résorption du chômage réglerait tout, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et là, on n'a aucune cause extérieure qui nous oblige à réformer. On doit tout simplement, parce qu'on vit beaucoup plus longtemps, accepter de travailler un peu plus longtemps. Xavier Bertrand, vous l'avez... Juste finir là-dessus. Ça, c'est pour s'adapter à la mondialisation, et je ne donne que 2 exemples. Après, il y a un autre phénomène. C'est si vous ne voulez pas être asservi, il faut rester indépendant, ou du moins autonome. Et pour cela, il faut se désendetter, parce que l'endettement est aujourd'hui la pire des servitudes. Ça n'est pas seulement une question de principe, mais c'est tout simplement le fait que nous sommes très largement endettés, qu'on doit rembourser ces dettes, et que ceci pèse tous les mois, pour ne pas dire toutes les semaines, sur le budget de la France et des Français. Voilà pourquoi, même si bien évidemment on a moins de marge de manœuvre, c'est une évidence. Et voilà pourquoi je pense qu'il faut aussi reconquérir pour le politique une part de pouvoir au niveau international. Le G20 avait de vraies perspectives qui ne sont pas concrétisées. L'Europe, je suis intimement persuadé qu'on a besoin de l'Europe. Dieu sait si j'aime mon pays, mais à 66 millions de Français dans le concert international, on ne pèsera jamais autant qu'avec l'ensemble des Européens. Mais on ne peut pas conserver ce fonctionnement-là. Et au niveau national, il y a aussi de véritables marges de manœuvre. Mais ça veut dire très clairement accepter de dire la vérité et de faire preuve de beaucoup de courage. Alors, justement, sur les 2 sujets qu'on traite, à savoir la dette, la crise des dettes souveraines et les retraites, Jean-Pierre Levade l'a rappelé, c'est 15 ans, 30 ans d'accumulation effectivement de dettes, et quelque part aussi peut-être, Xavier Bertrand, de non-décision à un moment politique. Tout à l'heure on disait taxer c'est pas réformer, il faut avoir le courage de réformer. Quelque part l'ensemble, et ça c'est ni gauche ni droite, c'est que l'ensemble des gouvernements, et sur la dette et sur la question des retraites, n'ont pris les bonnes décisions. C'est quoi? C'est un manque de courage politique, ou c'est parce que vous n'aviez pas de marge de manœuvre justement? Non, c'est pas seulement ça. Je voudrais pas être trop long, mais pour moi la classe politique dont je fais partie, je n'arrive pas en politique aujourd'hui, ça fait maintenant 10 ans qu'au niveau national, j'ai exercé des fonctions ministérielles, donc je suis aussi concerné. Mais je pense qu'il y a plusieurs problèmes que connaît la classe politique française. Il y a déjà un problème de lucidité. Beaucoup de responsables politiques pensent que la France est un grand pays, qu'il ne peut rien nous arriver de grave, que nous ne pourrons jamais dévisser comme la Grèce, l'Espagne ou le Portugal. La preuve, c'est qu'on continue à nous prêter facilement pour pas trop cher, et que si demain il y a de la croissance, on pourra même se permettre de redistribuer, au lieu de nous désendetter. La plupart des hommes et des femmes politiques dans ce pays pensent cela. Même pas peur, quoi. Non, mais c'est ça, il ne peut rien nous arriver de grave. Je pense qu'au contraire, un pays comme la France, qui est aujourd'hui en train de continuer à glisser sur la pente du déclin, peut aussi décrocher. Je ne le souhaite pas pour mon pays, mais c'est possible. Deuxième sujet, la vérité. Depuis Raymond Barre, en 1988, il y a un traumatisme. Tous ceux qui disent la vérité, ceux-là perdent forcément les élections. C'est le syndrome politique français. Or, Raymond Barre, excusez-moi, n'a pas perdu parce qu'il a dit la vérité. C'est parce que c'était un piètre politique. Tu as oublié François Bayrou, hein, excuse-moi. Oui, mais enfin, moins fort, plus tardivement, et on n'a jamais pensé qu'il était vraiment en position d'être élu. Excuse-moi, je voudrais décevoir personne. Raymond Barre, on le pensait. Je ne sais pas si ça va faire plaisir à Jean-Pierre Levade, ça, hein, qu'il a soutenu. Attendez, ce discours de vérité, tout le monde pense qu'il est terrible politiquement. Or, je crois que les Français sont de plus en plus mûrs, ils sont bourrés de bon sens, ils savent que c'est possible, mais la seule chose, c'est que Raymond Barre le disait d'une telle façon que personne ne pouvait y adhérer. Troisième sujet, c'est l'originalité. Parce que je pense que la classe politique, peu ou prou, vient de la même école, avec la même formation dans le même moule, il n'y a jamais vraiment de solution différente, qu'elle soit de droite ou de gauche. Il y avait un papier terrible cette semaine dans Le Monde, les 84 impôts mis en place, Sarkozy, Hollande, avec une double page à la fin que je vous invite à aller voir, qui est terrible, qui donne le sentiment qu'en fin de compte, droite et gauche, on a augmenté les impôts. Or, je pense que si nous ne marquons pas la différence, que le véritable impératif, c'est de baisser les dépenses et de ne plus augmenter les impôts, nous ne serons plus jamais crédibles. Mais je vais vous dire pourquoi c'est facile d'augmenter les impôts. Il n'y a que la moitié des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Donc bien évidemment, quand vous dites on va augmenter les impôts, la moitié se dit c'est pas pour nous. Et entre le moment où vous annoncez l'augmentation des impôts et le moment où la douloureuse arrive, il y a plus d'un an qui s'est écoulé. Baisser les dépenses, beaucoup plus de personnes peuvent être concernées et ça interviendra aussitôt. Il faut donc du courage, c'est le dernier point de ma démonstration. Le courage n'est pas forcément la vertu la plus répandue en politique. Il ne faut pas confondre le courage avec le culot. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont du culot, mais du courage, ce n'est pas pareil. Mais même si vous avez du courage en France, il faut savoir que dès que vous voulez réformer,
vous allez vous heurter, et vous le savez dans tous les domaines, à des oppositions, à des contestations, à des manifestations. Et que même si vous avez du courage, il faut pouvoir faire une véritable abnégation pour se dire que celui qui est arrivé président de la République n'a qu'une envie, c'est de se succéder à lui-même. Et que bien évidemment, s'il prend des réformes courageuses, il prend le risque de l'impopularité et qu'il prend le risque de ne pas se faire réélire. Le poison français dans le système présidentiel français, qui est la clé de voûte des institutions, c'est le problème de la réélection. Ayant tourné ça dans tous les sens, je suis persuadé pour ma part qu'il faut en arriver à un système de changement constitutionnel, de septennat non renouvelable, où celui qui est élu, ne pouvant pas se succéder à lui-même, il y a beaucoup plus de chances qu'il engage le travail de réforme. Voilà pourquoi il faut bien comprendre pourquoi depuis 30 ans, on n'a pas fait les choses. Et sur la mondialisation, péché d'arrogance. On a pensé pendant longtemps que tous les pays en voie de développement, jamais ils n'inonderaient nos marchés. Pensez bien, ils produisaient mal des produits qui intéressaient personne. Mais que nous, au contraire, nous allions inonder ces marchés où la main-d'œuvre allait nous acheter nos produits. C'est le contraire qui s'est produit. Et en même temps, nous avons vu fragiliser notre protection sociale à cause de cette disparité dans les échanges, mais on n'a pas voulu dire aux Français, nous sommes en train de vivre au-dessus de nos moyens, et il est temps que les politiques fassent comme tout ménage ou comme tout chef d'entreprise. Quand vous vivez au-dessus de vos moyens, qu'est-ce que vous faites? Vous baissez vos dépenses. Alors,